Une fois de plus, notre équipe allait suivre des pêcheurs. C'était avec eux que nous voulions commencer cette journée sur l'île d'Édic. Après, il y aurait les autres, ceux qui dormaient encore, les vacanciers d'août. Vous et nous, au bord de la mer, nos préoccupations ou nos plaisirs. Notre ignorance aussi de ces hommes de la mer, comme parfois nos rencontres avec eux. Il était 6 heures sur l'île d'Édic. Pour affronter l'Atlantique, nous nous attendions à trouver des bateaux de taille respectable, des petits chalutiers tout au moins. À Édic, île du sud de la Bretagne, les pêcheurs n'utilisent que ces pinasses. Ce matin, comme chaque matin, avec la Rose des Vents, patron Christian Alanic, l'opération est d'aller relever une trentaine de lignes posées dans les parages du phare des Cardinaux. Cette pêche, connue ailleurs sous le nom de palangre, est appelée ici le bao. C'est la spécialité de Christian Alanic. C'est des lignes qu'on compose le soir, là. Alors, c'est des lignes qui sont composées de 15 hameçons avec plusieurs flotteurs intercalés. Chaque ligne mesure 100 mètres. Et on pose ça dans des endroits très sauvages parce que le bar aime bien être dans le... C'est un poisson qui est toujours dans le mauvais temps. Enfin, alors on pose ça très près des cailloux. On met ça entre deux bouées avec un petit caillou un poids de 6-7 kilos. Et on les relève le matin, on laisse passer la nuit. Vous arrivez à avoir combien de bars par bao? Quelquefois, j'ai vu faire des baos de 10 poissons sur 15 hameçons. Mais enfin, c'est rare. Quelquefois, j'ai vu lever 20 baos et pas pêcher un poisson. Sur 300 hameçons, pas pêcher un poisson. Aïe. Un beau. Tu pèses combien? Hein? Tu pèses combien? 5 kilos. 5-6 kilos, oui. 5-6 kilos? Oui. Il a dû vous faire un bar en ce point, non? Il a quel âge? Hein? Il a quel âge? Ah, ça, faut regarder sur les dents. Je sais pas. Ah, bah, ouais. Ok, là, je veux pas savoir. Ils sont gros, il y a des 3 ans, peut-être. 3 heures. C'est plus aussi. Ah, le meilleur poisson. Alors, Édic, escale jusqu'à 16 heures. Départ ensuite pour Watt et la Trinité-sur-Mer. Après la vedette et ses excursionnistes à la journée, l'Eneswad, le courrier qui en 2 heures relie le continent à Édic, fait son entrée dans le nouveau port. Le courrier, tout le monde l'attend. Campeurs haussiens, vacanciers résidents, et puis évidemment les habitants de toute l'année. Le courrier, c'est le lien entre le continent et Édic, l'île sans voiture, où le tracteur, bon à tout faire et unique transporteur,
remonte dans l'enthousiasme ses précieuses marchandises jusqu'au village. Personne, hein. 2 jours de rang. Mon tête. C'est la main. Pas descendre. Retourne. On retourne. Un petit coup. De l'autre côté. Tiens, tu vas derrière les caisses. Au milieu des voiliers au repos, Maurice Alanic et ses compagnons rapportent l'autre élément vital de l'île, le poisson, nourriture de base des gens d'ici. Nourriture précieuse, elle aussi. Surpêche, pollution. Ici, le poisson devient de plus en plus rare. Un véritable clan, ces Alanic, la pêche dans le sang. Après Maurice, l'aîné, il y a Marc, qui débarque le poisson de son bateau, son bonnet breton toujours vissé sur la tête. Le plus jeune, c'est Christian. Christian, qui vient ranger sa rose des vents contre les bateaux de ses 2 frères. Ah ben moi je fais la pêche aux crustacés, crabe, homard, crevettes, tout ce qui veut rentrer dans les casiers. Quoi. Alors ici à Edic, combien êtes-vous de marins-pêcheurs? Oh, on est 15 à 20 à peu près. Enfin, entre matelots et patrons, hein. Il y a 5 bateaux. Il y en a 3, 4 côté ici, il y en a 2 ou 3 de l'autre côté. C'est un nombre qui est en diminution? Ah oui, depuis déjà au moins une bonne dizaine d'années, plus que ça même. Ah oui. Comment est-ce qu'on est marin-pêcheur? Je veux dire, vous sentez chasseur quand vous êtes marin-pêcheur? Oh non, mais ça, on a appris ça à 14-15 ans, puis ça s'arrête dans la peau, après c'est fini. On se casse pas la tête pour ça, on a appris ça comme ça avec nos parents, et puis on continue ce qu'ils avaient fait. Vous connaissez les fonds, vous savez bah, là où il y a oui, le à poisson? peu près où on sait où on est, on va, on sait qu'il y a de la roche là, on sait qu'il y a du sable, ici on sait que c'est du galet. On voit comme ça, hein, on sait où on va de toute façon. Il y a des fonds très dangereux ici, autour d'Edic, non? Ah, dans le sud, oui. Il y a une plature de roche assez importante, là. Il faut faire attention quand il y a du mauvais temps, ça brise vite. Hein. Il y a la houle, là, vous savez, la lame de fond, quoi. Alors qu'il y a des fers, il faut faire attention à ça. Il faut être connaisseur, autrement, il faut passer là-dedans. Hein. Attention. Hein. C'est une fille ou c'est un garçon? Petite fille. C'est la combienième sortie? Deuxième. Combien de temps? Eh bien, la première, simplement 2 jours pour la mariner, et la troisième, le 3e jour, 4e jour, ça fait 5e jour maintenant. Vous passez toutes vos vacances sur ce bateau? Oui, absolument, oui. Pour quelle raison? Une raison toute simple, parce que cela provoque une rupture totale par rapport aux vacances dites traditionnelles, peut-être. Et ensuite, parce que j'aime ça. Le dépaysement, évidemment, on le trouve à Edic. 1,5 km de long, 800 mètres de large, 17 mètres au point le plus haut au-dessus de la mer. Son village, partagé entre ces 2 ports, celui créé il y a 4 ans et tourné vers le continent, l'autre, le vieux port, face à l'océan, et qui vit à l'heure des marées.
Les vacanciers sont de plus en plus nombreux à rechercher ce dépaysement. Nous en rencontrerons plusieurs, tous différents les uns des autres. Des petites éponges vertes là. Des petites éponges vertes. Oui, des petites éponges. Est-ce que vous pensez que les plaisanciers connaissent assez les fonds ici dans la région? Ah non, ils ne connaissent rien du tout. Hein. Il y en a qui connaissent, mais d'autres ne connaissent rien du tout. Ils prennent un bateau, ils ne savent pas pourquoi. Alors ici, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, s'ils ne nous embêtaient pas dans notre endroit, pas de problème, moi, ils ne me gênent pas, moi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais vous voyez, ouais, j'ai une plate là. Elle est amarrée, je l'ai amarrée au moins, je l'ai amarrée au moins 25 fois. Elle me servait à mettre mes viviers en pendant. Et ben j'ai pas pu mettre mes viviers là, je suis obligé de les mettre le long du bord. Il faut le lâcher le matin, il faut les remettre, il faut les lâcher, il faut les remettre. Tandis que là, on les mettait là une bonne fois, puis c'était fini. Vous voyez, c'est une plate. Elle est en dérive dans le port, là. Alors quand même, il y en a qui n'ont pas de conscience. Hein. C'est comme si j'allais à Quiberon, moi je prendrais une bagnole pour aller me promener à Vannes, et puis je la laisse là-bas, puis je reviens après, tant pis, quoi. Je prends le car pour revenir. C'est la même chose. Maurice Avanic est bien le porte-parole d'une certaine irritation des Édiquais devant un envahissement peu discret. Tout au long de ces quelques jours passés à Édic, nous l'avons nous-mêmes souvent ressenti. Jean Nolly, parisien, journaliste et écrivain, propriétaire depuis 20 ans d'une maison dans l'île, explique l'évolution d'Édic. L'île a vécu, je crois, presque sans bouger jusqu'à il y a une dizaine d'années. Disons qu'il y a encore une dizaine d'années, lorsque le courrier débarquait le ravitaillement de l'île, il y avait des processions de brouettes qui partaient, non pas du port parce qu'il n'existait pas, mais d'une espèce de cale, et puis qui remontaient vers le village avec les farines, les tonneaux, enfin, des étoffes, tout ce dont avait besoin l'île. Et puis, depuis l'arrivée du nouveau port, la construction du nouveau port il y a 4 ans, là, c'était le grand bouleversement. Avant, il venait, c'est pas une trentaine de campeurs, et ils débarquaient dans le vieux port qui est dans le sud et qui était d'un accès toujours un peu scabreux, enfin, il y a des cailloux, il n'y a pas toujours de l'eau. Donc, venir à Édic, c'était le mériter en bateau. Le nouveau port, lui, c'est presque l'autoroute, quoi, du continent au nouveau port, c'est une, disons, si les vents sont au nord, c'est une ligne droite très confortable. Alors maintenant, vous avez dans ce nouveau port, en été, en moyenne 90 bateaux par jour, ce qui est effarant. Vous avez, c'est pas à peu près 500 campeurs. Et tout à coup, la population de l'île, qui était avant majoritaire face à l'étranger, maintenant est devenue minoritaire. Je crois que tout ça ne serait pas très important, si vous voulez, qu'il y ait 1000 bateaux par saison, des milliers de campeurs, des milliers d'excursionnistes, enfin, c'est vraiment un énorme... une armada d'étrangers, tout ça ne serait pas très grave. Si, enfin, c'est ce que je pense, du moins, si les gens, comme par le passé, respectaient l'endroit et les coutumes des gens qu'ils allaient déranger. Avant, j'en fais pas des bandes de en disant qu'avant c'était mieux et que maintenant c'est pire. Il y a quand même une espèce de respect, enfin, des coutumes des gens, du mode de vie, des pays ou des villages dans lesquels on débarquait. Et aujourd'hui, bizarrement, j'ai l'impression que on découvre cette île avec tout ce qu'elle a de très merveilleux, enfin, de très naturel, de très libre. Et puis, petit à petit, ceux qui sont éblouis, enfin, par toutes ces choses qui leur manquent dans leur cité radieuse, après, veulent petit à petit les réinstaller ici. Alors on se demande pourquoi ils sont venus ici, qu'on allait donc rester chez eux, après tout. Ah ben là, on arrive juste au phare des Cardinaux. Le phare des Cardinaux était habité jusqu'à il y a 4 ans, et il y avait 2 gardiens dedans qui se changeaient tous les 10 jours. Et alors là tout de suite, sur bâbord, là où vous voyez où ça brise, là, à cet endroit-là, c'est là que le Cornou s'est fichu en l'air il y a 1 an, l'année dernière, dans la course de l'Aurore. J'ai un copain qui était là, qui l'a vu, il paraît qu'il a fait un bond extraordinaire, il est passé par-dessus la roche. D'ailleurs, il nous a dit après qu'il avait pompé jusqu'au crosti. Jean Chapelle, édicat d'adoption, lorsqu'il ne s'occupe pas de ses 2 casiers et de son filet, passe ses journées sur son bateau.
Les fonds, je les ai tous pratiqués d'abord avec les marins-pêcheurs. Mon beau-père était marin-pêcheur, mes beaux-frères sont tous marins-pêcheurs. Et ensuite, je les ai pratiqués avec mon petit canot, l'hippocampe. Et je suis allé à la pêche au bar sur toutes les roches. Ça fait que je les connais. Mais seulement d'année en année, hein, on est obligé de les repérer les uns pour les autres parce qu'on oublie l'emplacement exact, on oublie les marques. Vous êtes ce qu'on appelle un résident. Alors qu'est-ce que c'est qu'un résident? Bien, un résident, c'est quelqu'un qui possède une maison sur l'île et qui passe toutes ses vacances, et en général tous les ans. C'est la définition du résident. Alors je suis un résident privilégié, je pourrais même dire, puisque j'ai en plus de la chance d'avoir une maison, celle d'avoir un bateau et de pouvoir faire le tour de l'île. Est-ce que vous vous sentez proche des gens des Diques, des édiquettes, ceux qui habitent ici toute l'année? Alors, je suis proche d'eux parce que pratiquement 75% des gens sont apparentés à ma famille. Vous êtes cousin de tous les pêcheurs ici? Je suis cousin ou beau-frère de la plupart des pêcheurs. Oui. Et je suis un peu éloigné d'eux parce que leur travail est tellement pénible que moi je ne pourrais pas le faire. Vous aimeriez vivre ici, par exemple, 12 mois de l'année? Ah, j'aimerais bien, mais je crois que je ne pourrais pas le supporter. Ça, c'est un rêve. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas le supporter? L'hiver, la vie est très dure. Très dure. Là, on est par une belle journée d'été, il fait beau, l'eau est calme, mais l'hiver, quand le vent souffle à 150 km à l'heure, que les nuages traînent au ras des maisons, qu'il fait froid, il y a de l'humidité, on n'est pas habitué à ça, nous. On est des gens du continent. Hein. Quand il fait beau, des plages paradisiaques, désertes sous le soleil du midi, une île qu'il faut mériter, disait Jean Neuly. Alors c'est les plages au sud. Ah, les vents sont ouest, donc on prend les plages au sud. C'est du chemin. Donc on pourra se baigner là. Ouais, tout au moins aller sur la plage, hein, se baigner. Bon, écoute Muriel, hein. Tu es assez grande, tu vas te servir toi-même. Hein. Ouais, je prends ça. Sers-toi. 2 ans de suite, ils sont venus camper à Édic. Cette année, ils passent leurs vacances dans l'unique hôtel de l'île. Les Jossé, 4 enfants, nous ont dit être bien représentatifs de la famille française classique. Est-ce que vous avez des liens avec les gens ici de l'île, que ce soit les résidents ou les pêcheurs? Assez peu finalement, enfin. Si, quelques personnes, des vrais édiqués nous ont déjà parlé. Mais depuis 3 ans, est-ce que vous trouvez que vous avez vraiment des liens avec les gens? Est-ce que vous êtes on a des liens, surtout ce qui est curieux, c'est avec les personnes qui reviennent systématiquement à l'hôtel. On forme un véritable clan, comme je vous l'ai déjà dit. Tous les ans, on se retrouve. Une poignée de Parisiens essentiellement. Et les marins-pêcheurs? Ils sont très sympas, oui. On leur parle. On a eu l'occasion de prendre des photos avec eux déjà. Non, moi j'ai le sentiment de ne pas les connaître. Non, on n'a tellement, peut-être pas fait ce qu'il fallait pour on a fait effectivement une photo une fois d'un gars qui ramenait des poissons. On s'est mis près de certains bateaux, c'est ça, mais enfin, ça s'appelle pas vraiment parler. Je pense qu'ils ne cherchent pas à connaître le touriste. Alors, vous n'avez pas de maison, vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas de bateau. Qu'est-ce que vous faites au bord de la mer? Un petit bateau pour les enfants, un petit jouet, quoi. Non, un gros bateau, ça ne nous attire pas tellement. J'ai pas le pied marin. Ce qu'on fait, je vous dis tout simplement, les journées se passent, on se baigne quand le temps le permet. Enfin, c'est 3/4 du temps, on se baigne. On se promène. Et puis on se promène, on va d'une plage à l'autre, on fait le tour de l'île. On va voir le soleil couchant, le soleil levant.
c'est bon. Elles sont là. Là, elles sont logées. Ce sont les deux. Voilà, allez. Regarde ton jeu. Est-ce que tu as vraiment? Je tue. À toi là-bas. Yes. Il y a le voir, hein? Ouais. Hein? Il y a qu'à se dire dedans. Vous arrivez maman? C'est vous, t'as? Yes, maman. Donc, oui. Ah, je suis pas. Oh, viens voir. Entre la traditionnelle et de plus en plus rare partie de vaches, en breton bien entendu, entre les veillées dans les maisons, entre le bal des jeunes, un soir sur deux, l'île se couche tard. Avec un compagnon, le boulanger commence la deuxième fournée de pain. Il en fera 3. Il est 4 heures du matin. Depuis des années, Édic était son boulanger et le pain devait venir par bateau. Un Édiquais, parti apprendre son métier à Rennes, est revenu il y a 3 ans. De nouveau, Édic a son boulanger. Combien faites-vous de pain par jour? En ce moment, 600. En moyenne, il faut compter 600. C'est dans les 600. 600 pains. Et en hiver? Pour l'hiver, alors là, je travaille tous les 2 jours là-bas, en hiver. Je fais 120 pains pour 2 jours. Et nous avons vu se dérouler la vie de l'île au mois d'août. Au milieu de ces tentes de camping posées un peu partout, des maisons pleines d'habitants, il nous était difficile d'imaginer Édic de l'hiver. Dans cette île religieuse, pour la messe dominicale, l'église contenait à peine les fidèles. Sur le parvis et tout au long du champ qui descend de l'église au village, les groupes, édiquets d'ici, édiquets exilés, édiquets d'adoption, échanger les dernières nouvelles. C'était aussi la dernière messe des vacances. Dans le village, la rumeur restait forte, et Annick Bronté, dans sa maison, l'écoutait. On remarque tout. Vous comprenez? On connaît d'abord les gens. Quand on les voit passer, on sait qui c'est. On sait qu'à certaines heures, les gens passent parce que ils ont envie de se retrouver. Et ça, c'est à une certaine heure de la journée. Et à d'autres heures, c'est très silencieux, c'est très calme. On ne voit personne. Le courrier. Oui, mais le courrier, c'est différent. C'est pas ça la vie du village. On vit dehors et dedans. On vit presque autant dehors que dedans. Il y a les fenêtres ouvertes, il y a le bruit. Ah, toujours. Il y a les fenêtres et les portes sont toujours ouvertes à Édic. Je m'édique parce que j'y ai passé toute mon enfance et que pour moi, c'est très important. J'y avais tout au moins toute ma famille. Nous sommes partis à Quiberon ou ailleurs, quand la pêche à Édic n'a plus été rentable. Dans le Vieux-Port, nous arrivions maintenant à reconnaître sur leurs canottes ceux qui, dans quelques jours, allaient retirer leur surroi d'emprunt. Les plaisanciers étaient encore les plus nombreux. Aux autres, il restait à se souvenir
pittoresque de ce vieux port, il y a encore une quarantaine d'années, la cale pleine de poissons, les grands bateaux à voile partaient pour le continent. On allait aller à Auray. Oui, par la rivière que tu allais. Ah, oui, avec des bateaux, des grands bateaux. Des grands bateaux à voile. À voile, les grands bateaux dont tu parlais l'autre jour. Là. Oui, il n'y avait pas de... Quel nom ils avaient, ces bateaux-là, déjà? L'Espérance, la Couronne, Régina, la Fleur, la Jeunesse. Hein? C'était des grands bateaux. Celui de mon père était la Fleur. Et en fait, comment les gens d'ici vous voient-ils? Écoutez, je ne sais pas du tout, parce que... parce qu'on est toujours étranger dans une île. On est toujours étranger partout où on n'est pas né. Et je crois que dans une île encore plus particulièrement. Mais il y a quand même, si vous voulez, quel sera l'avenir de l'île, je ne sais pas. Deviendra-t-elle une île à touristes? Sera-t-elle une communauté de pêcheurs? Je l'ignore. Ce serait dommage qu'elle devienne uniquement une île à touristes. Parce que je pense que la mentalité des gens risquerait de changer. Au fond, la grande différence qu'il y a entre ici et puis des villes, je crois, dans lesquelles nous vivons, c'est arrivé il y a 5-6 ans. Il y a eu un grand coup de tempête ici sur l'île en hiver. Il y a un vieux pêcheur qui est décédé il y a très peu de temps, qui se prénommait Basile, m'a téléphoné, ce qui lui coûtait beaucoup parce qu'il avait horreur du téléphoner. Enfin, c'est une démarche très compliquée pour lui. Il m'a téléphoné pour me dire ta maison va bien, ton toit est toujours là. Bon, je l'avais remercié. Et puis il m'avait demandé quand viendras-tu? Alors je lui avais répondu, je ne sais pas, d'ici 10, 15 jours, 3 semaines. Et il avait conclu en me disant viens vite parce que tu nous manques bien. Jusqu'à l'époque, ça m'avait beaucoup touché parce que, au fond, je me demandais à Paris à qui je manquais bien. Enfin, et si vraiment à Paris, j'aurais pu manquer à quelqu'un, je n'en savais rien. Je crois en avoir eu la réponse il y a à peu près 1 an, au cours d'un déménagement. Les travaux ayant tardé, ma ligne téléphonique avait été déplacée de l'appartement où j'étais dans celui où je devais aller vivre. Et donc, il sonnait là où je ne vivais pas encore. Il y avait 2 peintres qui travaillaient là-dedans, et chaque fois que le téléphone sonnait, il répondait. Tout ce qu'il savait des locataires de cet appartement, c'est que le précédent était mort. Donc, lorsqu'on demandait Jean Nolly, il répondait « il est mort ». Il y a eu comme ça une trentaine d'appels, je présume, de copains, pseudo-copains, d'amis, je n'en sais rien. Donc, une trentaine d'appels, une trentaine de personnes qui ont appris comme ça, soudainement, ma mort. Une seule a téléphoné chez moi pour les condoléances. Pour 29 autres, le 29 autres, j'étais crevé. Bon, c'est fini, quoi. C'était comme ça. Or, je dis pas que je suis très sensible à ce que l'on vienne derrière mon cercueil, mais je crois que ça prouve bien la différence qu'il y a entre ici et les villes dans lesquelles nous vivons. Ici, depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de décès et la mort de quelqu'un ici est ressentie d'une manière très profonde. Non pas la mort en tant que mort, parce que nous mourrons tous, mais c'est l'absence. Et je crois qu'à Paris, nous avons perdu le sens de l'absence des gens que l'on aimait bien. Fizuliua sabreno Astenet mar plish gagnon Fini sadin madeyo Astenet mar plish gagnon Fini sadin ma buée Vin ma hindar beda vale maharante Chwar ve ares ganen E verganur machadur E ne servatimam Da navigi varar mor Pas échu viageru et déposar joie Ma douce chaude à guerner en coperissa